Il a annulé plusieurs élections, il a lancé une vague de répression politique. Le président de l'autorité palestinienne est-il devenu un obstacle à la libération de son peuple face à l'occupation israélienne? Avec nous pour en parler, Xavier Guignard, bonsoir. Merci d'être avec nous en Bonsoir. direct sur TV5 Monde. Vous êtes spécialiste de la Palestine, chercheur au sein du centre de recherche indépendant Noria Research. Et vous êtes co-auteur avec Leïla Sera du livre qui a pour titre Fragments palestiniens, pouvoir, territoire et société. Avec nous également sur ce plateau, notre éditorialiste Slimane Zeguidour. Bonsoir Slimane. Bonsoir. Xavier Guignard, la première question, elle est pour vous. Arrestation d'opposants, manifestation violemment réprimée après la mort suspecte d'un activiste. Ces dernières semaines, le pouvoir de Ramallah veut-il faire taire toute opposition ? Il a toujours voulu faire taire toute opposition et il a affaire depuis quelques semaines à une population qui le défie de façon de moins en moins invisible et il a sorti les armes les plus terrifiantes de la répression, à savoir, vous l'avez noté, des arrestations massives, une répression dans la violence qui cible particulièrement les femmes, les journalistes, les intellectuels. On a à la fois la police qui est mobilisée, mais aussi toute l'arrière-garde et la jeunesse du Fatah qui est appelée à lutter contre ces manifestants. Le 24 juin, l'opposant Nizar Banat a péri sous les coups des forces de sécurité palestiniennes. 2 jours plus tard, la manifestation de protestation a été réprimée dans les rues de Ramallah en Cisjordanie occupée, y compris par des miliciens en civil. Pourquoi, comment expliquez-vous cette dérive autoritaire de Mahmoud Abbas ? Elle s'inscrit sur les 15 années du pouvoir de Mahmoud Abbas, qui n'a pas rendu son mandat qui a expiré depuis 2009 et qui témoigne de sa volonté toujours plus violente de tenir sous sa coupe la population palestinienne, à la fois pour préserver son pouvoir et puis dans son pacte d'association qu'on appelle de collaboration sécuritaire avec Israël. Il a toujours sorti les armes contre son peuple. En 2017-2018, son principal conseiller militaire mentionnait plus de 2000 arrestations en un hiver. Donc on a là rien d'exceptionnel, si ce n'est dans l'envergure que prend cette répression aujourd'hui. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire, vous qui dites que pour les Palestiniens, l'autorité est aujourd'hui un boulet, est-ce que vous iriez jusqu'à dire que cette autorité même est devenue un obstacle à la libération du peuple palestinien ? Jusqu'à présent, le pacte qu'il y avait entre l'autorité et la population, c'était de considérer que l'autorité n'était pas un moyen de se libérer contre la colonisation et l'occupation israélienne. Elle a échoué en ça depuis une trentaine d'années, mais qu'elle n'était pas un obstacle au quotidien. Là, depuis quelques semaines, la question se pose ouvertement au sein des Palestiniens de Cisjordanie, de Gaza, de Jérusalem et puis des Palestiniens d'Israël, de savoir est-ce que l'autorité est un véritable obstacle à la libération. Une des réponses va prendre lieu dans la rue, dans le niveau de confrontation qu'il va y avoir entre l'autorité, ses services sécuritaires et puis la population palestinienne. On n'est pas armé pour répondre à leur place, mais elle ne s'est jamais posée de façon aussi crue qu'aujourd'hui. Restez avec nous, Xavier Guignard. Vous reprend dans un instant. On poursuit avec notre éditorialiste Slimane Zeguidour. Slimane, cette autorité palestinienne, elle est bien entendu responsable de ces actes, de ceux dont on parle, de la mort de cet activiste, de la répression. Mais est-ce que, selon vous, c'est aussi cette institution un sous-produit de l'occupation israélienne ? Oui, en tout cas, son histoire est née à l'intérieur de l'occupation israélienne et la création de l'autorité palestinienne n'a pas mis fin à l'occupation des territoires occupés. Si bien que quand on est là-bas, on a ce paradoxe. On voit des drapeaux palestiniens, il y a un conseil législatif palestinien, il y a des ministères palestiniens, agriculture, éducation, il y a des policiers avec des voitures, des écussons, il y a des consulats étrangers qui sont établis à Ramallah, Brésil, Chine, Inde, certains pays arabes. Donc on a l'impression que c'est un État. Mais en fait, l'autorité palestinienne, selon les accords d'Oslo, ne contrôle qu'à peu près 1/5 des territoires avec la population, c'est-à-dire là où il y a le plus de population. Tout le reste est soumis aux caprices des autorités israéliennes. Et l'autorité palestinienne, par exemple Mahmoud Abbas, ne peut pas se déplacer à l'intérieur du territoire de l'autorité sans des autorisations et des permis israéliens qui sont codifiés et arrangés avec un bureau de coordination. Mais je dirais que le péché originel de l'autorité palestinienne, c'est peut-être celui-ci, il est sociologique. C'est que lorsque l'autorité palestinienne s'est installée en 1994, les exilés, ceux qui vivaient à Bagdad, à Damas ou à Tunis, sont rentrés, d'ailleurs on les appelait les Tunisiens, sont rentrés avec une culture de pays arabes autoritaires et policiers. Et ce sont eux qui ont pris les principaux leviers de commande, alors que les militants de l'intérieur qui, eux, ont lutté, ont connu la prison, qui plus est,
parlent l'hébreu. Donc la langue de l'adversaire, eux, ont été marginalisés. C'est le cas de Marwan Barghouti notamment, qui est emprisonné depuis des années en Israël. Xavier Guignard, un mot peut-être, est-ce que vous partagez, on vous le soumet, notre éditorial ? Tout à fait, et en tout point, je pense que la culture politique, qui est celle de l'autorité, est effectivement marquée par cette circulation, par l'opposition qu'il y a eu entre les Palestiniens de l'intérieur et ceux qui sont revenus après 93. Vous posiez la question tout à l'heure de Mahmoud Abbas, il y a quand même une fracture entre la conduite politique qui était celle d'Arafat jusqu'à sa disparition en 2004, et puis celle que Mahmoud Abbas incarne, qui semble être celle d'un leader qui a peur, qui développe une véritable paranoïa à l'égard de la contestation possible au sein de son peuple. C'est évidemment la peur de l'ennemi absolu qui est le Hamas, mais c'est aussi celle de composantes de la société palestinienne qu'il ne maîtrise pas, les Palestiniens de Jérusalem et d'Israël qui sont, eux, absolument sous la coupe d'Israël. Et en son sein, c'est aussi quelqu'un qui est dans une méfiance permanente de l'ennemi de l'intérieur. Il y a une crise qui dure depuis 2010 entre Mohamed Dahlan, exilé aux Émirats, ancien cadre et ministre de la sécurité de l'autorité. Récemment, c'est Marwan Barghouti et ses affidés qui ont fait les frais d'une campagne en interne au sein du Fatah de délégitimation. On a vraiment là un homme qui développe un sentiment d'encerclement qui se replie sur un tout petit nombre de conseillers, principalement des acteurs sécuritaires, et qui n'est dans une interface avec son peuple que sur une question de risque et de sécurité, et non plus, comme pouvait l'être Arafat, au moins d'une forme de paternalisme et d'inclusion des autres factions palestiniennes. Slimane, quelle différence fondamentale, on a bien compris, vous parliez des exilés, leur retour, quelle différence fondamentale entre Yasser Arafat et Mahmoud Abbas, qui a été Abou Mazen, qui a été le compagnon de route d'Abou Ammar? D'abord, Yasser Arafat avait la légitimité du combat à Beyrouth et ailleurs. Yasser Arafat aussi était un homme du consensus. Il était d'une souplesse extraordinaire. Il veillait par exemple à ce que les chrétiens soient toujours présents, à ce que les différentes factions soient plus ou moins écoutées. C'est pour ça que le mouvement de libération palestinien est d'un des très rares qui n'a jamais fait de purge intérieure, contrairement au Falan ou à d'autres mouvements de libération. Et Arafat était un homme de contact, était constamment en contact avec son peuple, même les petites gens, les anonymes, ce qui n'est pas le cas de Mahmoud Abbas. Et Mahmoud Abbas a aussi un autre problème, c'est la bureaucratie de l'autorité palestinienne. Oui. En ce sens que les financements extérieurs pour l'autorité palestinienne ont créé 120 000 à 130 000 fonctionnaires qui, eux, font vivre à peu près 1 million, 1,5 million de personnes. Donc, toute cette classe du processus de paix a fini par faire de ce processus de paix, où il n'y a plus qu'un processus et pas de paix, est devenu une rente de situation. Oui. Et donc, ça a créé une caste autour de l'autorité palestinienne qui, comme toutes les castes, devient népotiste et corrompue et incompétente. Eh bien, on y vient justement. J'allais vous interroger là-dessus, Xavier Guignard. Slimane me tend la perche. On parlait déjà de corruption sous Yasser Arafat. Quel est aujourd'hui l'état de la corruption dans les territoires palestiniens ? Elle n'a pas forcément évolué. Elle est ce qu'on en décrivait déjà sous l'époque d'Arafat, à savoir un pouvoir, effectivement, ça a été rappelé, une autorité qui fait vivre à elle seule presque un tiers de la Cisjordanie. La corruption, c'est le milieu d'hommes d'affaires lié au cadre sécuritaire. On a là un tout petit milieu, mais finalement qui n'est qu'un marché captif du marché israélien. Donc la corruption palestinienne est limitée par la taille de son marché et de l'accès. Ce qui corrompt le plus en Palestine, c'est la détention du pouvoir et la volonté de ne pas le lâcher. Je pense que ce qui est aujourd'hui contesté dans la rue, c'est pas tant cette corruption visible depuis plusieurs décennies, que le sentiment que l'autorité palestinienne est aujourd'hui tenue par des hommes qui la considèrent comme étant à eux et n'étant pas du ressort du pouvoir populaire. On a effectivement plus de parlement depuis 2006, un président qui est au pouvoir 12 ans après la fin de son mandat, et je pense que c'est principalement cette corruption-là dont on parle aujourd'hui dans la rue palestinienne. Alors, dernière question, on rappelle d'ailleurs que Mahmoud Abbas a eu des problèmes de santé, qu'il est très âgé, qu'il est parti se faire soigner en Allemagne. Dernière question, s'agissant d'Israël, Naftali Bennett a succédé à Benyamin Netanyahou. On ne peut pas dire qu'il y avait de très bonnes relations, c'est le moins qu'on puisse dire, entre Benyamin Netanyahou, l'ancien Premier ministre israélien, et Mahmoud Abbas. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que le contact peut être rétabli entre Naftali Bennett et le président de l'autorité palestinienne?
Alors, le contact peut toujours être rétabli. On a quand même un Premier ministre israélien qui reste l'incarnation d'une extrême droite colonialiste, et en face un président palestinien qui a perdu absolument toute légitimité ces dernières semaines. Donc quand bien même le contact serait existant, on ne voit pas très bien de quoi ils peuvent discuter. Je pense que le principal problème, c'est ça, c'est que les Israéliens refusent absolument tout contact avec celles et ceux au sein des Palestiniens qui ont la moindre légitimité, et n'opposent à leurs interlocuteurs palestiniens qu'une succession d'hommes politiques, tous plus radicalisés sur la question de la colonisation les uns que les autres. On est dans une impasse, je pense qu'il faut l'accepter et ne pas jouer le faux semblant de la comédie d'Oslo. Et pour conclure, Slimane, justement, l'impasse, vous pensez, vous partagez? Oui, on est complètement dans une impasse. Il y a aussi en lice un ancien responsable du Fatah, Mahmoud Dahlan, qui est exilé aux Émirats arabes unis, qui a la nationalité du Monténégro et qui, lui, est soutenu par les Émirats arabes unis. On dit qu'il c'est une des pièces maîtresses des Émirats qui, profitant de leur normalisation avec l'État d'Israël, pourrait le pousser son avantage. Il n'est pas populaire. Il n'est pas, bien sûr, il n'est pas populaire puisque tout ce que représente maintenant le Fatah bureaucratisé et dont les responsables sont devenus des apparatchiks est devenu impopulaire. Mais il a des réseaux. Merci beaucoup Slimane pour ce décryptage. Merci également à vous Xavier Guignard d'avoir été avec nous en direct sur TV5 Monde. On peut donc vous suivre sur les réseaux sociaux.